une modèle qui fait 10K, nous ça nous fait 40 000 euros de valorisation. C'est le mec qui veut devenir millionnaire avec internet là. 3 ans plus tard j'avais fait 1,8 million quoi. Tout gagne, il dit je dirais d'aller se faire enculer en fait. Manoa, comment vas-tu? Bah écoute, très bien toi. Ça va très très bien. Écoute, je suis très content de t'avoir sur Showtime, c'est le premier épisode. Il y a une petite histoire assez marrante, c'est que donc j'avais prévu de commencer ce podcast donc en 2024 et j'avais fait une liste de potentiels invités et je t'avais mis dans le top 3 de mes premiers invités que je voulais avoir. Je t'ai rencontré du coup à l'événement d'Alec Henry en octobre. Et aujourd'hui, on peut tourner cet épisode, donc je suis super content. Bah merci de m'avoir invité. Avec plaisir, ça me fait vraiment très plaisir de t'avoir. Je sais pas par où commencer. T'as commencé très jeune, t'as généré à seulement 21 ans plus d'1 500 000 grâce à tes différents business en ligne. Aujourd'hui, t'es dans une nouvelle industrie. En 2024, tu vas concurrencer 2 géants de cette industrie. On va en parler. Est-ce que tu peux commencer par justement le commencement, tes 16 ans, quelle a été ta première source de revenus? Ouais, bien sûr. Déjà encore merci pour l'invitation, ça me fait aussi très plaisir d'être là. Pour ce qui est de mon parcours, moi j'ai commencé donc très jeune, je dirais si tu reprends le tout début, c'était un serveur Minecraft vers mes 14-15 ans où j'ai ouvert mon propre serveur pour jouer avec mes potes, puis il y avait une petite chaîne YouTube à côté. Okay. Donc ça a grossi, ça a pris un petit peu d'ampleur, j'ai commencé à monétiser avec des grades VIP. Donc les gens payaient mensuellement 5 balles à l'époque c'était pour avoir accès à des trucs VIP, des trucs spéciaux, des armes enchantées, etc. Exactement. Et du coup, petit déclic, parce que tu comprends que tu peux gagner de l'argent depuis chez toi, avec des jeux vidéo, sur PayPal, c'est vraiment un tout nouveau paradigme. Ensuite, du coup, j'ai commencé à faire grossir ma chaîne YouTube, j'ai appris à faire du montage, j'ai vendu du montage sur Facebook, j'ai fait plein de petits trucs à droite à gauche. En fait, ça m'amusait beaucoup de trouver des petites manières de gagner de l'argent. Et puis pareil, moi, je voulais un meilleur PC. Sauf que mes parents, j'avais pas la cuillère en or dans la bouche. J'ai jamais manqué de rien, attention. Hein. C'est pas l'histoire de j'ai grandi dans le ghetto, etc. Loin de là. Mais ils étaient en mode, si tu veux un truc, soit t'attends, donc pour économiser, etc. Tes anniversaires, tes Noëls, voilà. Soit tu bosses. Et moi, je me voyais pas aller faire caissier. Je voulais pas faire un job étudiant. Et quand j'ai compris que je pouvais faire de la thune depuis chez moi, j'ai fait voilà, on va garder ça quoi. Donc j'ai fait plein de petits trucs, j'ai vendu des petits produits digitaux, j'ai vendu des services de SM Panel, donc des abonnés, des likes, etc. Notamment à beaucoup de dropshippers à l'époque. Okay. C'est là aussi où j'ai découvert le dropshipping parce que à force de vendre mes petits services, in fine, qui est venu vers moi pour acheter des faux abonnés, des likes, etc. Les dropshippers. Et je me suis dit, putain, le business est intéressant quand même. Ouais. Vendre quelque chose que t'as pas, c'est fou. Et donc, c'est là où j'ai découvert le dropshipping. J'en ai fait un petit peu, 2, 3, quelques sites qui n'ont pas marché. Okay. Au bout du peut-être 10e, il y en a un qui a bien marché. Okay. Donc, la première source d'income qui soit viable, entre guillemets, premier vrai business. Donc, de l'achat, de la revente, de l'e-commerce, etc. Et ensuite, ça a été le business qui m'a rendu vraiment libre. Je me suis dit, j'aime bien le dropshipping, je suis pas excellent non plus, mais par contre, vu que je documentais tout le temps tout ce que je faisais sur Facebook, alors je savais même pas que c'était du bidding public, mais c'est ce que c'était, tu vois, mais je le faisais en étant gamin juste parce que ça m'amusait de raconter ce que je faisais au fur et à mesure que les jours passaient, et j'ai commencé à vendre des sites web, parce qu'on m'a dit, putain, il est bien ton site, tu pourrais me faire pareil? Oui, bien sûr. Et moi, j'avais vraiment cette approche-là, c'est-à-dire qu'on me disait, tu peux me faire ça? Je disais, oui, bien sûr, c'est ce que je propose, et puis j'apprenais à le faire le lendemain, tu vois. Okay. Et donc, j'ai commencé à faire ça et à faire 2-3 000 euros par mois de profit net dans ma poche. Ouais. Donc, après impôt, parce que j'avais ma petite EIRL à l'époque, à mes 16 ans. Et donc, c'est là où je me suis dit, les études, c'est mort, quoi. Ok. Donc là, on était toujours au lycée avant. Ouais, c'est ça. Justement. Ok. Tu avais déjà la notion un peu de construire une audience sur YouTube pour vendre, sur Facebook. Malgré moi. Je le savais pas vraiment, j'avais pas posé des mots dessus, mais oui, c'est ce que c'était, parce qu'en fait, à chaque fois que je tentais un truc, à chaque fois que j'avais même des revenus, je partageais déjà. Tu vois, aujourd'hui, on se moque toujours un petit peu de moi, c'est une blague entre confrères entrepreneurs pour les notifs Stripe, parce que j'étais le premier en 2018-2019 à foutre des notifs Stripe, parce que tout le monde se chiait dessus, en fait. Faut se rendre compte qu'en 5 ans, là, la mentalité sur l'argent, elle a énormément changé. Moi, quand je me suis lancé sur Insta, c'était des citations avec des lions et puis le courage est en toi, machin et tout. Les stories, c'était juste des mecs qui republiaient leurs propres posts en disant allez liker ma dernière photo. Et moi, je me suis ramené là et j'ai dit non mais les gars, non en fait. Et j'ai commencé à faire des stories de valeur avec des conseils. J'ai commencé à afficher mes revenus alors que j'avais que 16 ans et je disais que j'étais au lycée. Et donc en fait, tout le monde était en mode mais attends mais c'est qui celui-là, etc. Ok. Et
Donc c'est à partir de ce moment-là que tu crées justement Fortu Media. Ouais, c'est aux alentours de mes 16 ans, en fait, quand je commence à faire des trucs, entre guillemets, sérieux. Donc, dropshipping, lancement de ma petite agence, qui était même pas une agence, c'était juste moi, en fait, de vente de sites web. Là, je me dis, bah, ça peut en tout cas intéresser des gens. Un lycéen qui se bouge et puis qui vend des sites, qui fait 2-3 cas par mois. Plus que ses profs, c'est un petit peu inhabituel. Donc, ouais, là, j'ai commencé à vraiment documenter, non pas sur Facebook, ce que je faisais à l'époque, mais sur Insta, puisque j'avais beaucoup eu ce truc, entendu ce conseil de construire une audience, développe une petite notoriété, etc. Et donc je me suis dit, bah, je vais le faire très simplement, en fait, juste en parlant de ce que je fais. Ok. Et du coup, tu développes Fortu Media, donc comme tu as dit, à partir de tes 16 ans, tu développes à quel moment, enfin à partir de quel palier en termes d'audience, tu te dis, ok, je vais pouvoir leur vendre mon premier infoproduit ou quoi, un premier service. C'est arrivé assez rapidement en fait, puisque moi j'ai utilisé Fortu Media comme un prolongement de publicité, c'est-à-dire que l'audience que j'avais sur Facebook, déjà elle m'a suivi un petit peu sur Fortu Media. C'est pour ça qu'au début j'ai eu un gros pic d'abonnés, c'est que ça venait justement de Facebook, etc., où j'avais ma petite commu, etc. Et en fait très rapidement, je pense aux 10 000 abonnés, j'ai dû, même un petit peu avant, aux 7-8 000, j'ai dû au moins vendre ne serait-ce qu'un site web, parce que les gens, je documentais ce que je faisais dans mon agence, mais il y en a juste qui venaient parce qu'ils étaient intéressés, parce que ils étaient intéressés par mes sites web en fait. Ouais. Donc c'est venu assez rapidement, et ensuite j'ai vendu 2-3 coachings à l'heure. Ça me paraissait délirant de vendre du coaching à 50 € de l'heure, tu vois. Moi j'avais 16 ans, je vendais du coaching à 50 € de l'heure, je me disais waouh, mais attends, c'est presque 1 € la minute. Tu vois, c'est délirant, sachant que c'était quasiment le salaire quotidien de mes parents, tu vois. En fait, j'étais pas loin. Ouais. En 1 heure de taf, j'étais proche des 80 de taux journalier que mes parents prenaient en salaire, tu vois. Et c'est là où j'ai commencé donc à vendre du coaching à l'heure. Puis derrière, ça me faisait chier le coaching à l'heure, de la formation en ligne. Ok. Et du coup, là, vu que tu étais encore au lycée, quelle était la perception de tes camarades de classe, de tes profs, de tes parents aussi, quand tu leur dis justement, je vends un coaching à 50 € l'heure alors que j'ai 16 ans. Moi, je me suis beaucoup fait chier dessus par mes camarades, au sens où c'était en mode c'est le mec qui veut devenir millionnaire avec Internet là. 3 ans plus tard, j'avais fait 1,8 million, quoi, mais voilà. Pour ce qui est de mes profs, t'en avais qui étaient, franchement, je vais pas faire le storytelling de tous mes profs étaient contre moi, machin, pas du tout. T'en avais même la moitié, et j'étais même surpris à l'époque, qui était plutôt encourageant, qui était plutôt à me prendre à la fin des cours et à me dire j'ai entendu parler de ton petit truc, c'est bien. Bon, il y a quand même ce côté avec un petit calme-toi. Non, tu sais, on disait c'est bien ta petite entreprise. Okay. On disait pas c'est bien ton entreprise, on disait, ton petit business, c'est chouette, avec des termes un peu infantilisants, mais je leur en veux pas, tu sentais que c'était quand même bienveillant. Et il y avait, oui, quelques profs, dont notamment, c'est la phrase que je répète tout le temps, et tout le monde va dire, c'est du storytelling. Ça n'en est pas, que ça vous plaise ou non. C'est la prof de français qui était prof principale, qui m'avait dit, parce que je dormais en cours, mais monsieur Labranche, vous serez jamais chef d'entreprise. Devant ma copine de l'époque, devant mes potes, donc en plus c'était 13 millions, tu vois. Et pour ce qui est de mes parents, franchement, moi je les remercierai jamais assez, parce que un prof et une médecin, c'était quand même pas gagné. Alors qu'ils viennent d'une génération où il n'y avait pas vraiment Internet aussi communément que nous. Et ils ont quand même eu cette bienveillance, je sais pas exactement ce que c'est, de l'amour sûrement, de me dire, écoute, tant que tu respectes le contrat qu'on a, c'est-à-dire de rester bon dans les études, d'aller jusqu'à ton bac, etc., et que ça empiète pas trop sur ta vie scolaire, on te suit. Et c'est même ma mère, tu vois, qui a signé tous les papelards, qui a fait toutes les démarches pour créer ma micro-entreprise. Et pareil, ils ont pris la responsabilité légale de ça, puisque j'étais mineur non émancipé. Donc légalement, j'étais sous leur responsabilité. Et alors que je vendais des trucs sur Internet, que je vendais du coaching à 50 balles de l'heure, sur du make money, etc., voilà, ça peut faire peur. Elle m'a quand même soutenu. Ils m'ont quand même soutenu, évidemment. Ma mère plus, parce qu'elle faisait les démarches, etc. Donc non, franchement, j'ai eu beaucoup de chance par rapport à ça. C'est plus dans l'entourage un petit peu plus autour, où t'as eu beaucoup de railleries, de machins, de trucs, et c'est les mêmes qui t'envoient un message WhatsApp aujourd'hui, parce qu'ils ont réussi à gratter ton numéro par je sais pas qui, tu vois, et qui font « Oh mec, j'ai toujours cru que tu y arriverais. » Ouais. Ah ouais, c'est marrant, parce que j'ai pas du tout ressenti ça, tu vois. Les hypocrites, quoi.
Ouais, ok. Et comment t'organises à cette époque-là tes journées Ah bah, il n'y a pas d'organisation. C'est-à-dire qu'en fait, chaque minute où je peux caser une once de travail, je le fais. C'est pour ça que ça me fait beaucoup rire, les gens qui me disent j'ai déjà un 35 heures à côté, je peux pas. Bah ok, bah va te faire foutre, tu peux pas. Écoute, c'est comme disait Tougan dans un podcast justement chez Alec, il dit quel conseil tu donnerais à un mec qui veut se lancer mais qui sait pas trop et Tougan il dit je lui dirais d'aller se faire enculer en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu le veux vraiment, tu vois, t'as pas besoin qu'on te dise allez, fais-le, Ouais. tu vois. Moi chaque demi-heure que j'avais, je me souviens, pareil, c'est même mes amis qui étaient très bien intentionnés, eux, se foutaient un peu de ma gueule parce que si on avait une pause de 5 minutes entre 2 heures de cours, du même Ouais. cours, hein, le prof nous faisait sortir parce que sinon il était intenable, j'avais 5 minutes, tac, je faisais une story, tu vois, je faisais mon putain de trait rouge là, tu vois. Ok. Parce que justement, t'étais à combien de posts, je m'en rappelle plus, mais tu l'avais dit dans un podcast sur C'était 5 Fortune. 5 posts, 5 stories. Par jour près, ou ouais. par semaine? Non, mais en fait, les gens se rendent pas compte, c'est pour ça Par que... jour? Ah oui. 5 posts, c'était soit des carousels, soit des vidéos, soit des posts simples à l'époque. 5 stories, donc certaines qui étaient plus rapides à faire que d'autres quand même, hein, c'était pas des stories immenses avec de la voix, du machin, comme j'ai aussi pu le faire. Et il y avait aussi, à un moment, c'était un podcast le matin qui sortait à 6 heures et un email le soir. Et je faisais ça tous les jours, tu vois. Et les mecs aujourd'hui me disaient, je peux pas faire un post LinkedIn par jour, je peux pas, trop compliqué. Il y a eu du boulot quoi derrière. Ça s'est pas fait comme ça. Ah bah il y a eu 2-3 ans de 5 posts par jour. C'est pour ça qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui que tu peux pas tout avoir sans rien faire en fait. Il faut Juste vraiment vous tapez Fortune Media sur Instagram, vous voyez qu'il y a 1900 posts et qu'il y en a peut-être 300-400 que j'ai archivés ou que j'ai supprimés. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Félicitations parce que putain, le rythme ça devait être... C'était horrible en fait parce que j'avais pas encore j'avais déjà du résultat, donc ça va, c'était quand même motivant, mais j'avais des grosses ambitions. J'étais vraiment persuadé que ça pouvait aller très loin. Je m'imaginais pas aussi loin d'ailleurs, mais en fait c'était tout simple. Je me disais attends, mais là j'ai 10 personnes qui achètent mon produit à 100 balles, bon, bah je gagne bien. Mais si j'arrive à trouver 100 personnes qui achètent mon produit à 100 balles, je fais x10 et là je gagne très très bien quoi. Oui. Et en fait c'était des maths quoi. J'étais en mode comment est-ce que j'ai juste 10 fois plus de personnes. Mais d'un autre côté, t'es quand même dans un environnement où on te dit que ce que tu veux faire, c'est irréaliste. Quand ça marche, on dit qu'en fait, t'arnaques les gens. Quand tu prouves que t'arnaques pas les gens, on dit ouais, enfin, ça marche maintenant, mais on verra demain. Quand ça marche demain, on te dit ouais, mais en fait, les gens trouvent toujours un truc, tu vois. Les gens veulent que tu réussisses, mais jamais mieux qu'eux. Tu vois, c'est la fameuse phrase. Ouais. Ok. Et toi, du coup, t'es sur un business où t'as pas besoin de publicité, t'as pas besoin de call aussi, t'as pas besoin de prospecter, de passer à un closing ou quoi. T'es que sur l'audience que tu transformes en client directement via justement un produit en ligne, on est d'accord à ce moment-là. Ça, oui. Tout à fait. Et donc ta première formation que t'as vendue, comment tu l'as introduite à ton audience? C'était une formation, est-ce que tu t'en rappelles encore? Bien sûr. Bah, on n'oublie jamais sa première formation, surtout que c'était un lancement qui était fructueux. Donc moi, à ce moment-là, je vends des sites Shopify à 500 balles à peu près. Donc je suis content quand je reçois la notif de paiement, que ce soit Shopify ou Stripe directement, ou même PayPal, je reçois les 500 balles, t'es très content. Et après tu fais bon, bah au travail. Et là, le client il est chiant, il te renvoie des messages, il te demande 26 modifications, mes trucs, et voilà. Bon, c'est chiant parce qu'il faut délivrer après. Alors que le produit digital, tu le crées une fois, et tu le vends 30 000 fois, t'as rien à faire, les accès sont envoyés automatiquement, c'est génial. Donc moi, je me dis, bon, je vais pas vendre du coaching à l'heure toute ma vie. J'ai quand même un certain respect pour mon temps et à terme, c'est pas possible. Les sites web, bon, ça commence vraiment à me saouler. Ça fait 1 an que je fais ça, c'est long, ça me plaît pas forcément. Pareil, les gens qui me disent, c'est pas ma passion. Je m'en fous, hein, c'était pas ma passion non plus. On parle de gagner ta vie, hein, pas de t'amuser le matin, tu vois. Et donc là, je me dis, ok, je lance un petit infoproduit. Je me dis, bon, qu'est-ce que je lance? Je sais pas, je procrastine, j'attends, etc. Quelques mois passent où je continue à faire des emails chaque soir, je crois que c'était chaque soir, oui, c'était 19h46 chaque soir, un podcast le matin, donc je crée une audience, je la fidélise vraiment, c'est pas juste des posts Instagram, il y a les stories, il y a les emails, etc. Et à un moment, pendant 2-3 semaines, je me passionne pour les sectes. Et je l'ai déjà raconté cette histoire où je trouve ça passionnant, le truc de tu rentres dans le cerveau de la personne, tu le retournes, t'appuies dessus, elle fait ce que tu veux, quoi. Et donc, je mets des documentaires, j'ai des livres, etc. Et puis à la fin, moi, je prends des notes pour moi, quoi.
Et à la fin, je trouve que c'est vraiment, vraiment lourd, quoi. Donc je me dis, peut-être qu'on pourrait en faire un petit infoproduit comme ça, pas très cher, et puis de toute façon, si les gens ils aiment pas, on rembourse, voilà, pas de pression. Je me prends une après-midi, je trouve une formation très simple, audio plus PDF, mind map. Je la vends dans l'email du soir. 500 balles dans la soirée, 600 balles le lendemain. Et là, je me dis, attends, mais j'ai fait 1000 balles en 2 jours et j'ai pas besoin de délivrer un site derrière. C'est bon. Et du coup, 2 semaines après, j'en lancé une deuxième qui faisait aussi 2000 euros de chiffre d'affaires à peu près. Et là, du coup, je suis passé direct de 3000, de 2000, 3000 à 5000, 6000. Donc, x3 grâce à l'infoproduit. Ok. Cette formation, elle était à combien T'as 59 en promo, ou 49. Ok. Et après, du coup, t'enchaînes avec plein de micro-formations aussi. Bah ouais, moi, je me dis, ok, qu'est-ce que je sais faire? Bah, la vente, la création de contenu, etc. Donc, je sors des formations sur la persuasion, des formations sur la rhétorique, l'emailing, le copywriting. Je reste dans mon arc de compétences. Et arrive le point fatidique au bout de un an et demi, où j'ai un peu fait le tour, où l'audience, bah, si elle voulait déjà acheter, elle l'avait fait. Et du coup, c'est dommage parce qu'on me demande des choses, des conseils en comptabilité. L'audience veut, mais moi, je peux pas délivrer ça. C'est pas mon expertise, c'est pas dans mon arc de compétences, je peux pas. Et donc, je me dis très naturellement, bah, en fait, on va sauter ce problème de légitimité. Il y en a beaucoup, en fait, qui sautent cette étape et qui disent, bah, je vais vendre de la merde. Et je me suis dit, même pas par charité, hein, bah, vendre de la merde sur le long terme, c'est pas le plus rentable, tu vois. Donc, je me suis dit, on va faire un truc quali. On va aller prendre des gens dont c'est le métier. On va les faire venir chez Fortu Media. On va faire une formation ensemble. Et puis, on va les signer à, alors, au début, c'était 60 pour moi, 40 pour eux. Et au fur et à mesure que tu prends du chiffre d'affaires, t'as la capacité de négocier à la baisse. Et donc, à la fin, on était sur un contrat type à 80-20. Okay. Donc, très rentable pour moi. Très rentable pour eux aussi, hein, parce que j'avais beaucoup de clients. Donc, ils prenaient une commission à vie sur toutes les ventes, le chiffre d'affaires. Donc, franchement, c'était sympa. Et donc, là, j'ai créé ce système pendant 1 an et demi. C'était fin 2021, tout 2022, de sorte d'école de commerce en ligne avec plein de formations sur des opportunités, sur il y a eu l'IA, il y a eu Amazon KDP, il y a eu plein de choses. Et ça a rapporté beaucoup parce qu'en fait, le système était ultra réplicable, c'est-à-dire que j'attirais toute l'audience sur mon Insta, avec du contenu très broad. Je fidélisais, je qualifiais en story, avec de la valeur, avec des anecdotes, avec des résultats, etc. Okay. J'envoyais tout le monde vers Telegram, les podcasts, les emails, et je vendais là, toutes les semaines, un peu à la Antoine BM, en fait, c'est-à-dire plein de petits produits qui tournaient, et donc ça faisait une machine à cash à 50K mensuel. Énorme. Et surtout que tu faisais pas les formations, du coup. Non. C'était un expert qui faisait les formations et toi tu les... Ouais, et puis à terme, je déléguais carrément les pages de vente. Donc c'était vraiment quelque chose où, là, j'étais chef d'entreprise. C'est-à-dire que je suis passé de créateur de contenu à chef d'entreprise. Et c'est d'ailleurs là où je me suis dissocié beaucoup de la vision BM. C'est-à-dire qu'Antoine BM, moi, il m'avait beaucoup influencé à mes débuts, positivement, sur la petite audience ultra qualifiée, sur les petits produits. J'ai beaucoup appris de lui, je m'en suis jamais caché. Mais lui, il a eu pendant très longtemps, il l'a encore un peu aujourd'hui, ce côté oui, moi je serai toujours créateur de contenu dans 80 ans. Oui, mais de facto, t'en sais rien en fait. Tu sais même pas si ça marchera encore, tu sais même pas si tu auras la même énergie, ne serait-ce que dans 5 ans, si t'auras pas une famille avec des enfants qui te prendra beaucoup plus de temps, d'énergie, t'auras moins envie en tout cas de te concentrer à ton business. Et en fait, le problème c'est que quand t'es créateur de contenu, tu taffes pas pendant une semaine, bah, si t'as pas un minimum de système en place, t'encaisses quasi rien. Okay. C'est pour ça que moi j'ai commencé à me dire, ok, bah je vais prendre des gens pour faire les emails, je vais prendre des gens pour faire les pages de vente, je vais prendre des gens pour faire les formations. En fait, je vais avoir mon école en ligne, quoi. Et ça a très bien marché pendant 1 an, sauf qu'on s'est retrouvé face à ce problème-là, qui était que du coup, Fortu Media, ça avait aucun positionnement clair. C'était un peu une école de commerce en ligne et je voulais pas vraiment ça. Moi, du coup, je disparaissais beaucoup en termes de personal branding et les résultats clients étaient pas très bons parce qu'en fait, ils étaient en FOMO constante. Vu que je vendais plutôt bien, bah la semaine A, ils disaient ok, c'est KDP la prochaine opportunité. Et la semaine B, c'était le dropshipping sur TikTok. Donc en fait, okay, ils avaient acheté la formation A, ils avaient commencé à la suivre, mais vu que j'avais parlé de la formation B, de l'opportunité B, moi, ce que je disais, c'est que les deux sont possibles, les deux sont rentables, les deux sont intéressantes. Et le problème, c'est que eux, ils voyaient que à la semaine 2, la formation A n'était plus valide. Donc en fait, juste, ils achetaient une deuxième formation, ils finissaient pas la première, ils faisaient que ça. Donc c'était très bien pour moi. Oui, en termes d'entrée. Et il y a beaucoup de formateurs qui auraient dit, bah,
je m'en fous. Ouais, mais sauf qu'en fait, la réputation, les avis clients, etc., sur le long terme, ça fait la diff, tu vois. Juste là, sur Trustpilot, on a 340 avis vérifiés et on a énormément de témoignages clients parce que justement, j'ai fait ce changement suite à cette période. Je me suis dit, non, je vois que l'audience, elle est lassée parce que du coup, pendant un an, j'ai envoyé énormément d'emails marketing, etc. Je me dis, il faut faire quelque chose parce que sinon, là, 2023, le business, il coule, quoi. En plus, 2023 était une année très charnière au sens où quand tu regardes ce que les gens ont dépensé en ligne, ça a fait 2019, boum, 2020, 2021, 2022, 2023, ça a redescendu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs successful qui ont disparu. Okay. Sûrement en vacances. Donc ouais, moi j'ai dû me remettre beaucoup en question à la fin de l'année 2022, parce que oui, j'avais fait du cash, même pas mal de cash, en travaillant relativement peu. Mais du coup, je m'étais reposé sur mes lauriers. Donc, j'avais arrêté de me former, j'avais arrêté d'innover sur le contenu, j'avais lassé ma liste email parce que j'avais trop vendu, j'avais pas de positionnement, j'avais pas forcément beaucoup de témoignages clients. Donc, à la fin, je me suis dit, bon, là, ça va être compliqué pour la suite. Ouais. Ok. Et justement, par rapport à ça, tu vends beaucoup de formations, du coup, à ce moment-là. Quel est le taux de conversion en termes de personnes qui achètent la formation et qui passent pas à l'action derrière, qui n'ouvrent pas la formation? Est-ce qu'il est faible, c'est un grand tabou. Ça, c'est le grand tabou des formateurs. Quand tu leur demandes leur taux de succès client, évidemment, ça ne répond plus. Alors, ils vont te dire, non, mais nous, on a nos équipes. Ils vont te sortir un blabla pour justifier le fait qu'ils te répondent pas. Moi, je vais te répondre clairement. Il y a plus de 70% des gens qui finissent pas la formation, c'est limite 80%. T'en as 70% qui regardent rien, qui regardent 2 trucs et qui arrêtent. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que c'est du taf, tu vois. Waouh. En fait, pour gagner de l'argent, faut bosser, quoi. Waouh, incroyable. Et en fait, tu regardes des taux de succès des formations de Yomi, d'Oussama, etc. C'est pas joli à voir, quoi. Mais c'est pas de leur faute, hein. Attention. Je les blâme pas. C'est que les gens sont des branleurs, les gens vont acheter la formation, en fait, vu que on les a matrixés en leur disant qu'ils investissent en eux, que c'est le premier pas vers le succès. En fait, eux, ils font le premier pas, ils s'arrêtent, tu vois, ils font une pause. Ils commencent la randonnée, kilomètre 1, ils se disent, ouf, on va ralentir un peu là. Parce qu'en fait, le sentiment, la dopamine que ça crée de se dire, ok, je vais changer ma vie, j'achète une formation, c'est ultra puissant. En fait, ils ont la sensation d'avoir avancé. Comme quand t'achètes un livre. Tu sais, tu te sens bien, tu te dis, t'as limite, t'as l'impression de télécharger les connaissances dans ton cerveau, tu vois. Tu l'achètes, tu te sens bien. Alors que t'as rien encore fait. T'as pas lu, t'as pas pris de notes, mais juste le fait de l'acheter, tu te sens bien. Ouais. Tu dis, j'ai acheté un livre, je me suis amélioré. Non, pas encore, sauf que ton cerveau fait mal la différence. Donc, il y a ça. Et en fait, il y a beaucoup de business où la formation peut être excellente, les gens sont teubés et ils comprennent pas, tu vois. C'est pour ça il y a certains formateurs qui sont mauvais, on va pas se mentir. Mais c'est très souvent la faute du marché, la faute du client. Nous, on a un taux de succès, par exemple, qui est étonnamment haut, parce que justement, c'est un business qui est très simple aujourd'hui. Donc, je parle de l'OFM. On a une formation maintenant, qui est la formation OnlyCash. Donc, comment créer son agence de management de modèles OnlyFans, Fansly, enfin toutes les plateformes de contenu exclusif. Et en fait, vu que c'est un business qui est très simple, c'est-à-dire, tu trouves une modèle, tu la signes, tu prends un pourcentage de ce qu'elle génère. C'est quand même beaucoup, beaucoup moins complexe que, alors tu crées un site, tu trouves un fournisseur, tu crées une marque, tu fais des pages de vente, tu fais des upsells, tu fais machin. Non, tu trouves une meuf qui a envie de faire ça, tu t'associes, tu vas sur OnlyFans, boum, t'as des revenus demain. Et donc en fait, nous, on a réussi à faire en sorte que le client ait ses premiers résultats très, très rapidement. Qu'il ait une gratification instantanée très rapide. Et ça change tout en fait, parce que quand le mec, il doit attendre des semaines, des mois avant de faire sa première vente, c'est vrai que c'est ultra décourageant. Avec l'OFM, en fait, tu commences demain, après-demain, tu peux déjà encaisser tes premiers paiements, tu vois. Juste si la meuf veut se lancer, tu dis, mets une story avec le lien OnlyFans, boum, tu fais 300 balles, tu prends 100. Ok. Et est-ce que tu penses que le facteur prix, ça a un impact? Parce que du coup, ta formation OnlyFans, elle est plus chère que tes anciennes formations. 5 fois plus cher à peu près. Voilà. Est-ce que tu penses que justement, les gens qui mettent un prix plus élevé dans une formation vont plus participer justement et vont aller jusqu'au bout, ou t'as remarqué que globalement, je connais quand même peu de gens qui ont changé de vie suite à l'achat d'un PDF à 27 €, tu vois. C'est-à-dire que oui, quand les gens posent un cas, ils se disent, faut que je les rentabilise. Et ça, c'est effectivement ce qu'on observe tout le temps, c'est que les clients qui payent le moins sont très souvent les plus chiants et les plus cons. Toujours. C'est une constante. Dès que t'as un mec qui a dépensé 20 balles, pour lui, t'es sa pute, quoi. Vraiment,
Alors là, faut que tu viennes faire le ménage chez lui, il faut que tu l'appelles pendant 6 heures, tu vois, pour le rassurer parce qu'il a besoin de conseils. Et pour lui, t'es son seul client et tu lui dois, quoi. Et ces mecs-là, non, tu les as pas, en fait, quand tu vends des produits à ce prix-là. Et le nombre d'emmerdes que tu évites, franchement, c'est cool, tu vois. Ok. Donc, avant d'aborder le sujet justement OFM, entre-temps, tu as fait des séminaires et je crois que tu avais vendu des coachings accompagnement. Oui, tout à fait. Plus poussés que les formations parce que tu es derrière la personne. Est-ce que tu peux nous en parler très rapidement? Peut-être d'abord les coachings accompagnement et après les séminaires. Ouais, bah ça, c'était un truc qui était intéressant, même financièrement. Ça rajoute un peu de cash flow, donc très bien. Là où ça me gênait, c'est que lorsque c'était de l'individuel, du personnalisé, ça te prend quand même beaucoup de temps. Tu vois, tu bloques des créneaux. Même quand t'es en voyage, t'as un décalage horaire, c'est chiant. Tu bloques des créneaux. Si t'en prends plusieurs, en fait, tu passes ta semaine au téléphone. Donc, en fait, le temps que tu passes, c'est du temps que tu passes pas à améliorer ton business, à créer du contenu, etc. Donc, au final, c'est pas si rentable que ça. Et c'était intéressant, en fait, dans un cas sur 5. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que t'as 80% des gens qui vont prendre un coaching et une formation, ou une formation, et qui sont pas faits pour ça, quoi. Okay. Tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur. C'est une vaste blague. Il y a des gens qui juste fantasment sur le fait que c'est la liberté, c'est le loup de Wall Street, etc. Et en fait, moi avant, j'étais très méritocratique, dans le sens où j'étais vraiment en mode tout le monde peut réussir. Si on se donne les moyens, on peut. Et en fait, de plus en plus, je me rends compte qu'il y a quand même une énorme part d'inné. Et l'acquis prend une place bien moindre, en fait. Parce que quand tu remarques ce dans quoi tu es bon aujourd'hui, c'est bizarrement ce avec quoi tu avais des affinités déjà en étant enfant. Et c'est parce que oui, tu l'as travaillé, évidemment. Tout le monde, en fait, a une marge de progression, mais tout le monde a des choses en puissance, tu vois. Des choses qui, naturellement, sont plus poussées chez eux. Moi, je pense que oui, j'aurais pu atteindre un bon niveau en maths. Le fait qu'aujourd'hui, je suis catastrophique. Mais en fait, je partais de plus loin, je pense, que la moyenne dans ce domaine-là. Par contre, en termes de psychologie, d'analyse, etc., je partais de beaucoup plus loin, enfin de beaucoup plus loin en avant, avec une longueur d'avance. Par exemple, quand j'étais gamin, lorsque je voulais demander un truc à mes parents, j'essayais de faire une sorte d'arbre de réponse pour me dire, ok, bon alors, papa, pour cette demande-là, il est plutôt à 70% de oui, maman elle est plus à 30%. Et inversement pour d'autres demandes. Bon ok, s'il dit non, quels arguments j'avance? J'essayais vraiment de faire des probas, quoi. Et ça, c'est un truc que quasiment personne ne fait. Tu vois, juste le fait de se dire, ok, qui est apte à faire plus quoi, comment va réagir un tel, qu'est-ce que je peux avancer, comment est-ce que je peux prévoir, etc. Donc, de plus en plus, je suis convaincu qu'en fait, tout le monde n'est pas fait pour devenir entrepreneur et qu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'inné que ce que les gens veulent bien dire. Ok. Et dans ton cercle, justement, de potes au lycée, etc., t'en as qui sont devenus entrepreneurs aujourd'hui ou... J'en ai un, c'est un de mes meilleurs amis qui s'appelle Adrien, qui a monté son agence de vidéaste, de photographe, mais d'entrepreneur, c'est-à-dire d'avoir créé tout un business avec des gens, avec de la vente de produits en tout cas, at scale, non, très peu. Okay. En tout cas de mon cercle d'enfance, pas du tout. Ok. Et ces coachings du coup que tu vendais, tu les facturais à combien à ce moment-là? C'était 3000 pour les coachings de groupe et c'était 5000 pour de l'individuel et du personnalisé. Okay. Et je prenais en fait en coaching individuel et personnalisé que des profils vraiment quali pour que derrière il y ait une possibilité soit d'association, soit un beau témoignage client, etc. Ok. Et t'as jamais été intéressé par le fait un peu, je crois que c'est le business model de, comment il s'appelle, Hormozy, je crois, qui prend des pourcentages sur justement le chiffre d'affaires ou le bénéfice, je sais plus, de son client en coaching. Ça c'est pareil, c'est très beau dans la théorie, comme beaucoup de choses où on se dit mais attends, t'as 3000 élèves, tu prends 20% de tous tes élèves, let's go. Et en fait les gens se rendent pas compte qu'il y a toujours un coût d'opportunité. Il y a toujours un coût aussi qui va être soit du temps, soit de l'énergie, soit des emmerdes. Pareil, déjà, lorsque tu prends 20%, si tu crées une boîte, un machin, parce que c'est la seule manière dont tu es vraiment sûr d'avoir 20% de pouvoir t'investir, c'est d'avoir des parts avec le côté vraiment capitalistique, quoi. Où légalement, oui, c'est à toi, t'as 1% du business. Et en fait, c'est impossible déjà de traquer tout le monde, parce que c'est la fameuse question. Mais si ça marche aussi bien, pourquoi tu fais pas une formation gratuite et puis tu prends un pourcentage sur les gains? Ah, mon gars, mais on est en France. Les gens, ils vont suivre ta formation, ils vont faire 100K et puis ils vont dire, bah, va te faire enculer et puis je vais rien te donner, tu vois. Et puis pareil, pour développer cette formation, j'ai besoin de cash flow. Tu vois. Mais pareil, les gens comprennent pas du tout, quoi. Ouais. Mais ça, je l'ai fait avec quelques élèves. Okay. Je l'ai fait avec quelques élèves, mais j'ai fait en sorte que ce soit vraiment des bons profils. Bah, Candy, notamment. Je sais pas si tu vois qui c'est. Entièrement.
bah, j'ai pris 20% de la boîte et aujourd'hui la boîte elle fait du 30K par mois. Ok. Là ça commence à devenir intéressant. Ouais. Mais si j'avais pris 20% dans 5 boîtes différentes, j'aurais pas eu mon focus sur Olympe, sur la boîte en question. Et donc en fait, mon focus aurait été divisé, mon énergie aussi, Moins de rentabilité. mes idées aussi, en fait ça aurait été moins rentable, tout à fait. Donc je préfère en faire que quelques-unes, mais vraiment où je suis sûr qu'il y a un bon potentiel, on peut faire un truc. Et là maintenant, j'ai vraiment fait un switch total dans l'OFM pour que tout ce que je fais, ça ait un rapport avec mon écosystème. Ok. Comme ça, tu repars pas de zéro, en fait. C'est-à-dire que là, j'ai Fortu Media, qui forme les agences. Ouais. Bah, j'ai repris 20% d'une société qui forme les femmes à devenir modèles. Ok. J'ai pris des parts avec Gaëtan, mon associé, dans l'agence. OFM, encore une fois. J'ai lancé un SaaS dans l'OFM, encore une fois. Ouais, tu Comme ça, crées tu utilises vraiment tes un avantages éco- comparatifs et tes avantages concurrentiels, entre guillemets, et tu vas beaucoup plus vite. Parce que si tu relances un business de zéro, c'est terrible. Ok. Et justement, du coup, bah, on va arriver sur le sujet, l'OFM, etc. Le changement un peu d'industrie. Toi, on n'a pas précisé, mais Fortu Media, c'était anonyme Pendant très longtemps, oui. pendant très longtemps. Et t'as fait ton face reveal, pardon, l'accent est bancal, au moment du séminaire, je crois. Non, à une C'était juste conférence. avant, ouais, c'était une conférence, Ouais. tout à fait. Et c'était pour introduire du coup ton nouveau business OFM, ou c'était juste pour l'instant t'avais pas encore l'idée d'OFM, tu faisais déjà du OFM, on était où, Le là faceless, c'est bien, mais pendant un temps, surtout que moi j'en ai beaucoup joué, donc ça a été un argument marketing énorme, surtout que pendant 1 an et demi, mon produit phare c'était Instagram Empire. Comment créer une cash co, entre guillemets, donc une machine à cash sur Insta sans montrer sa gueule. Donc c'était essentiel que je montre pas la mienne. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, surtout que je voulais arriver très fort dans l'OFM, et marketingement, sans te montrer, c'est impossible en fait. Ok. C'est impossible. Donc oui, je voulais faire une conférence, un peu un truc en grande pompe pour mes clients, mes élèves qui me suivaient depuis des années, etc. Donc on était un peu entre guillemets en famille, tu vois. J'ai fait la conférence, t'avais des clients, des élèves, des amis, c'était très cool, c'était un bon moment. Et c'était effectivement pour pouvoir enclencher, parce que justement après cette période 2022 où j'ai fait toutes les erreurs entre guillemets qui sont pas des erreurs monumentales, hein, mais qui à terme auraient pas été bonnes pour moi ou pour mon business. Je me suis dit, il va falloir mettre la deuxième, voire même la troisième, et il va falloir que tu montes ta gueule pour ça. Ok. Et résultat, du coup, j'ai fait la conférence, boum, 3 jours après, je faisais mon petit bad buzz avec la fin de ménage, et ça, fameux. j'aurais pas pu le faire en étant faceless. Ouais, c'est sûr. Ça aurait fait moins d'effet, surtout sur Twitter Bah, aussi, c'est sûr. bien évidemment. Et juste avant la conférence, t'avais un TEDx, je crois, Tout à qui a fait. été annulé. Est-ce que tu peux en parler? Est-ce que tu veux en parler? Oh, bah, bien Comment sûr, ça s'est passé? moi, ça me fait toujours marrer, quoi. C'est que, moi, je réfléchissais encore même pas forcément à montrer mon visage. Et j'ai été contacté par un organisateur de TEDx Grenoble, pour ne pas les citer, qui m'a dit ouais, on aime bien ce que tu fais. Est-ce que ça te dirait de faire un TEDx? Évidemment, qui n'a pas envie de faire un TEDx? T'avais 21 ans? J'avais 20. Ouais, j'avais 20. Ok. Donc il y a 1 an. Et je dis bah ouais, carrément, ok, comment ça se passe? Donc on m'introduit au groupe, on me présente, on me brief, on commence à m'annoncer les dates, on m'annonce aussi sur les réseaux sociaux. Donc je suis officiellement annoncé en tant que speaker. Et en plus, ils ont respecté la chose, c'est-à-dire qu'ils m'ont annoncé visage masqué, et en gros que j'allais dévoiler mon visage pour la première fois au TEDx. Donc en plus j'étais content, Ouais. c'est qu'ils acceptaient de jouer le jeu, quoi. C'était cool de leur part. Et durant le séminaire de février 2023, je reçois un petit message. Ouais, Mano, en fait, ça va pas être possible. Par rapport à ta ligne éditoriale, tu comprends, OnlyFans et tout. Et je dis, mais les gars, vous l'avez pas appris hier, hein. Enfin, vous saviez ce que je faisais, vous saviez quelles étaient mes formations, quel était mon fer de lance, etc. Oui, mais en fait, donc là, bon, ça bégait. Et le mec me dit, oui, du coup, nous te convoquons avec le directeur de machin TEDx truc lundi. Je dis, non, vous allez convoquer personne, je vais pas venir. J'ai dit, est-ce que votre décision est définitive? Ils m'ont dit oui. Je dis, bah alors on n'a plus rien à se dire, tu vois. Casse-toi. Ouais. Et du coup, honnêtement, je m'en foutais, dans le sens où j'étais dans le séminaire qui était trop bien, mais qui était un enfer organisé. J'avais énormément de pression. Donc là, le truc de TEDx, c'était la dernière priorité. Et puis après, j'ai fait, putain, c'est dommage, parce que pour dévoiler son visage, c'était quand même cool. En plus, un TEDx à 20 ans, voilà. Et je me suis dit, mais qui sait se faire foutre, en fait, on va le faire tout seul. Donc j'ai dit à Antoine, celui qui s'occupe de la partie événementielle de Fortu Media, je dis, mec,
trouve-moi une salle de conférence. Je vais faire une page de vente, on va lancer le truc, on va filmer, etc. On va faire une soirée derrière, une soirée networking, etc. Et au final, c'est un de mes meilleurs souvenirs d'entrepreneur. Ok. Donc, je suis très content. Donc après, tu fais ton face reveal, justement. Tu lances ta formation, du coup, OFM, pour devenir manager, justement, OnlyFans, Mime, pour lancer son agence, plus, pardon. C'est ça. Ce qui revient un peu à manager. Et là, t'es où à peu près à ce moment-là? En termes de chiffres, de positionnement, là t'es 100% focus sur l'OFM, t'es plus du tout sur les infoproduits. En fait, l'OFM s'était glissé dans une formation comme les autres. Lorsque j'avais cette sorte d'école en ligne, à un moment, il y a quelqu'un qui m'a contacté, qui justement était dans le X et qui avait plein de business là-dedans, qui voulait en faire une formation. Et je me suis dit, bah oui, c'est super intéressant. On a fait une formation qui a bien marché. Et en fait, sur les 20 business qu'on présentait dans le X, on a 2 qui ont retenu l'attention de tout le monde. C'est l'affiliation sur les plateformes de contenu exclusif et le management, OnlyFans. Et donc, on s'est dit, mec, on va faire une deuxième formation que là-dessus. Et du coup, on a lancé OnlyCash, la V1, en août 2022. 45 000 euros en 24 heures, en 25 heures. Donc, gros lancement, incroyable, sold out, enfin, génial, parce que j'avais teasé pendant 3 semaines avec les résultats en affiliation. Enfin, voilà, ça a envoyé vraiment très fort, donc c'était cool. Et oui, effectivement, début d'année 2023, je me dis, faut qu'on affine nos positionnements, faut qu'on fasse un truc vraiment qui soit clair, qu'on ait notre truc, etc. Et ben, on va supprimer toutes les formations du catalogue. Donc, dernière grosse promotion, c'est maintenant que jamais. Et à partir de maintenant, que sur OnlyCash, que sur l'OFM. Ok. Et donc, à ce moment-là, oui, j'ai dépassé le million d'euros encaissés. J'ai pas encore montré mon visage à ce moment-là. Ah, tu l'as pas encore montré? Ah bah non, février 2023, ah, oui. Je l'ai fait en mai, je crois. Ok. Et donc, en fait, je prépare le terrain pour la conquête, quoi. Ok. Et aujourd'hui, t'es devenu la formation la plus suivie OFM en France? Oui, de loin, ouais. Ok. Du coup, justement, on va arriver sur la conquête au moment du face reveal. Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les réactions autour de toi aussi? Bah, les réactions... Forcément, je pense... sur les réseaux négatifs, Twitter, etc., tu prends une vague un peu. Par rapport aux Reels sur le FM? Ouais. Ouais, bah bien sûr, en fait, moi j'ai aussi, c'est mon fonds de commerce depuis 3 ans, hein, c'est être cool. sulfureux, que les gens ils disent ah mais t'es un connard, et puis qu'en fait ça fasse monter les Reels, et qu'en fait ceux qui sont intéressés me découvrent grâce à eux. Donc moi les haters, je pense qu'ils font 70% de mon chiffre d'affaires, tu vois. Okay. Moi je les aime beaucoup. Et oui, du coup, bah je fais les premiers Reels, et personne n'a fait ça en France. Personne s'est mis devant une caméra, face découvert, à dire oui, j'encourage le fait de se lancer sur OnlyFans. En tant qu'homme, en plus, t'as tout de suite l'étiquette de proxénète, t'as tout de suite l'étiquette de quelle société, 3 petits points. Ouais. Voilà. En fait, tu profites du mécontentement des PNJ, et comme ça te fait décoller, quoi. Et il y en a plein, vu que j'étais le premier à faire ça, qui étaient en mode attends, mais qu'est-ce qu'il fait, de quoi il parle, c'est quoi ça? Et au début, c'est marrant, c'est que tu peux aussi voir l'évolution un petit peu sociétale. Moi, ça fait 2 ans en fait que je prépare le terrain. Parce que si tu remontes un petit peu sur Fortune Media, tu vois des vidéos qui parlent de Mime, de OnlyFans depuis 2 ans. De femmes qui parlent de leurs revenus, etc. Et en fait, puisque ça fait 2 ans, c'était même 2 ans et demi, que je publie des vidéos comme ça qui font des millions de vues, que j'ai eu aussi Instagram Empire, où j'ai formé 600 mecs à peu près, peut-être même un peu plus, 700, 800, à créer leur compte Instagram, etc. Beaucoup l'ont fait dans la niche du business. Okay. Donc j'ai aussi plein de petits comptes qui regardent ce que je fais et qui font pareil. Donc c'est un outil de propagande qui est énorme. D'avoir toi, donc ton propre média, entre guillemets, et 600, 700 mecs que t'as formés, qui prennent tes vidéos et qui les copie-collent en gros. Okay. Et eux, ils se pensent malins. Putain, j'ai compris. Mais en fait, c'est toi qui est... Parce que quand tu as autant de comptes avec autant de portée, tu fais ce que tu veux de l'opinion publique. Et les gens s'en rendent pas compte. Les gens pensent que c'est que des Reels. Ouais, mais en fait, lorsque tous les matins, tu te lèves et tu vois un truc sur OnlyFans, ça t'habitue. Ça rentre dans les mœurs. Résultat, aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est aussi accepté et pourquoi est-ce qu'il y a plein de meufs qui soit veulent travailler avec moi, soit se lancer sur OnlyFans en indé ou alors avec une agence, etc. Parce que ça fait 2 ans que moi je bourrine ça de propagande un petit peu à la Edouard Bernays, tu vois, où en fait je prépare le terrain. Ok. Et justement par rapport à ça, j'ai 2 questions en termes de personnes. Qui consomme la formation? Donc, quel est le profil de personnes qui se lancent en tant que manager ou en tant que gérant d'une agence, etc. Et la deuxième, c'est qui consomme justement le contenu derrière des modèles?
sur la plupart. Alors, pour la deuxième question, j'avais noté une petite phrase, et j'aime bien celle-là. Tac, c'est ça. En fait, il y a les 3 catégories de clients. Je les appelle les frustrés, les curieux et les blindés. Et c'est les 3 archétypes de clients que tu retrouves, en fait. Effectivement, oui, il y a ceux qui, malheureusement, sont en plein dans la misère sexuelle, ont vraiment aucune relation, et c'est leur seule manière d'avoir de l'attention féminine, de voir un corps féminin nu, etc. Donc, il y a ceux-là. Il y a les curieux, ceux qui disent, putain, 20 balles par mois, allez, vas-y. J'y vais, je teste. Et t'as des mecs qui ont juste plein d'argent et ça leur fait plaisir de rincer une meuf. C'est les 3 archétypes qu'on voit. Et pour ce qui est de l'archétype du mec qui rejoint la formation, c'est franchement 18-25, un mec qui veut changer de vie, qui veut devenir libre, qui veut devenir libre financièrement et géographiquement. Et en fait, le moyen, il s'en fout un petit peu. Tu vois. Alors, ça veut pas dire qu'il fait n'importe quoi ou qu'il fait des choses mal, hein. Mais si ça avait été 4 ans plus tôt, il aurait fait du dropshipping. Pour être tout à fait clair. Il est sur l'opportunité, quoi. Ouais, non, mais il est sur l'opportunité, et c'est profil très opportuniste, très jeu de la thune, et je m'en cache pas, très un petit peu Loup de Wall Street, tu vois. C'est cet archétype-là, ouais. Ok. Et par rapport, justement, tu donnais la 3e catégorie de personnes qui consomment du contenu sur OnlyFans. Le blindé, entre guillemets, ça peut monter à combien de dépenses par mois, combien d'euros? Est-ce que t'en as déjà vu un où c'est allé dans les plus d'un SMIC par mois? Largement. J'ai cru que t'allais me sortir plus de 5 000 euros. Je vais dire, par mois, quand même, c'est compliqué. Mais oui, des 2-3 000, et des CSP+, hein. Et des CSP+, qui viennent, et puis ils aiment bien la meuf, et puis tac, et puis ils s'attachent, et puis machin, truc. Donc oui, on voit des vidéos qui partent à 400 euros. Ok. Une vidéo de 3 minutes. Parce que aujourd'hui, une modèle, elle gagne de l'argent grâce à l'abonnement. Oui. Et derrière, grâce à des médias privés, justement. C'est ça, ouais. Ok. Il y a les médias privés, il y a les médias on demand, il y a les tips, donc les pourboires. Qui correspondent le deuxième type de média, t'as dit? À la demande, donc personnalisé, oui, okay. C'est-à-dire je veux ça. Enfin, le mec il fait sa liste de courses, quoi. Ok, donc un média privé, c'est un peu, elle le met devant, elle donne un prix et tout le monde peut acheter. C'est ça. Un mass DM, quoi. C'est-à-dire, en fait, comme une liste email où tu vas shoot sur ta liste email pour vendre un produit digital, elle fait pareil, mais sur OnlyFans, quoi. Ok. Et une agence prend combien à peu près de commissions sur... Moi, la commission que je facture, que je conseille de facturer, c'est 50. 50%? Ouais. Ok. Et les modèles sont d'accord avec ce système? Oui. Par exemple, on a commencé avec une modèle, je sais pas si elle veut que je dise son nom, donc je le dirai pas, mais on a commencé récemment. Et en fait, avant, elle tournait à 1004 par mois en y passant tous les soirs, à parler aux mecs, à répondre, à machin. Et là, on est déjà à plus de 4000. Et puis, elle y a passé 1 heure, quoi. Donc oui, en fait, elle va, sur ce mois-ci, doubler son salaire précédent. Elle va prendre 3000 au lieu de 1005 pour un total de 6K générés, tu vois. Où on prend la moitié. Donc oui, en fait, pour elle, elle décuple ses revenus. C'est gagnant. Et elle divise sa charge de travail et les heures qu'elle y passe. Donc c'est ultra gagnant. Et tout le monde dit, mais attendez, 50%, mais tu sens que t'as la réflexion de proxénète qui est prête à être lancée, tu vois. Et les gens se rendent pas compte, et ce que j'avais dit à Delphine sur son podcast Richissime, elle m'avait dit, mais 50%, machin. Je fais, oui, attends, mais toi, là, demain, Delphine, si t'avais quelqu'un qui faisait tes emails, tes pages de vente, ta communication, tes webinaires, ta création de contenu, etc., donc qui s'occupait de tout dans ton business, qui te permettait de ne plus travailler, et qui te permettait de faire x2, x3 sur ton chiffre d'affaires. Est-ce que tu ne serais pas prêt à la rémunérer au moins 40%, sachant que tu n'as plus rien à faire, hein, à part te pointer au live et puis machin, faire un peu de vidéos de temps en temps, c'est tout. Elle fait, ah bah ouais, c'est vrai. Je fais, c'est exactement ce que propose une agence, en fait. Ok. Et comment, non, c'est pas comment, mais plus en termes de modèles, est-ce que les modèles à côté, c'est des modèles qui ont toujours un taf, ou ça devient à 100% des modèles pour la plupart, enfin, celles que tu connais à peu près? À terme, tu sais, quand tu gagnes cet argent-là, ça devient un petit peu, bien sûr, c'est pour ça qu'elles le font aussi, on va pas se voiler la face. C'est pas une passion pour toutes de se mettre nu, de vendre des photos du contenu de charme, d'elles, etc. Mais par contre, voilà, c'est un métier qui rapporte énormément, où tu vis quand même très très bien, où tu travailles très très peu avec une agence. Donc à terme, toutes celles qui marchent, toutes celles avec des agences, elles arrêtent ce qu'elles font. Mais oui, il y en a beaucoup qui commencent à côté de leur travail, à côté de leurs études. Ok.
Et pour bien préparer un peu le podcast et tout, j'avais demandé à des gens, des potes, des proches et tout, de me poser un peu des questions, etc., que je pouvais te poser. Il y en a une qui est revenue, parmi toutes, qui est revenue plusieurs fois même, c'est pourquoi un homme, par exemple, peu importe s'il est blindé, frustré ou autre, consommerait du OnlyFans quand on a du contenu X justement disponible sur Internet gratuitement, sans payer d'abonnement. Est-ce que c'est pour le côté vraiment je me sens proche de la modèle parce que je peux lui parler, parce que je peux lui demander des prestations ou autre? Bah, c'est pas du tout le même processus d'envie, de psychologie, etc. C'est-à-dire que il y a un côté très alimentaire, très utilitaire lorsque tu vas sur un site X pour te faire du bien, quoi. C'est-à-dire que j'ai envie, puis je vais choisir une modèle. Parmi un catalogue immense, machin. Il y a vraiment un côté utilitaire, tu vois. Tu utilises le contenu. OnlyFans, c'est pas du tout ça. C'est ce que j'expliquais dans un podcast récent, c'est qu'en fait, tu vas voir une meuf à la télé, et tu vas la trouver jolie, tu vas lui trouver un truc, tu vois, un petit truc. Elle est un peu insolente, elle fait du buzz, et tu sens qu'elle est connue, qu'elle machin, une Rubinica. Okay. Et tu vas la suivre sur Insta, et tu vas la stalk un petit peu, tu vas la suivre, tu vas regarder où elle est, machin, et puis un jour, tu vas aller en OnlyFans. Et tu cliques dessus. La première fois, tu feras, non, c'est bon, non. Et les semaines passent, et puis un jour, t'es curieux. Et puis en ce moment, t'as pas vraiment d'attention féminine. Donc voilà, et tu te dis, bah après, c'est quoi 20 balles dans une vie? Tu vas, machin. Et là, tu reçois un message de Ruby. Tu fais, attends, Ruby m'a envoyé un message. Et tu te doutes, mais t'es prêt à te bercer un petit peu d'illusion que, ouais, elle m'a écrit. Tu vois, les gens aiment beaucoup vivre dans l'illusion, hein. Ça se sait depuis la nuit des temps. Alors que c'est pas Ruby, on est d'accord. Bah, bien sûr. Voilà. Mais donc, je précise pour tout ceux, le monde, si jamais. Tout le monde qui est censé le comprend et le sait. C'est ce que je dis, c'est que dans l'industrie du charme, tu sais pertinemment que tu ne plais pas à la personne d'en face. Quand tu vas voir une escorte, tu sais qu'elle ne prend pas de plaisir avec toi. Quand tu vas dans un salon de striptease, tu sais pertinemment que la meuf, elle fait pas ça parce que tu lui plais ou parce qu'elle a envie de toi. Mais t'es prêt à faire cette concession morale, cette concession de te dire, bon, bah là, c'est fake, c'est joué. Tu te berces d'illusions parce que c'est du bien que tu passes un bon moment. Okay. Et les gens, au fond d'eux, ils savent, tu vois, mais ils se l'avoueront jamais, etc. Et puis, ils reçoivent un message. Et en fait, ils sont tellement peu habitués parce qu'il y a une misère sexuelle chez 70% des hommes, quoi qu'en pensent les féministes d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, ça les arrange bien quand il y a ces privilèges-là aussi. Étonnamment. Et donc oui, effectivement, je me souviens plus de ta question précisément. Ah oui, pourquoi est-ce qu'ils ouais. Est-ce que c'est parce qu'en fait ils ont développé ce lien. C'est okay. C'est beaucoup moins utilitaire. C'est beaucoup moins utilitaire en mode allez bon bah j'ai envie de hop, je vais sur le site, tac tac machin. Oui, si tu veux faire ça, bien sûr, tu vas sur un site. Mais sauf que là tu lui as trouvé un charme, c'est elle que tu veux voir en fait. Tu payes pas pour voir quelqu'un nu, tu payes pour déshabiller cette personne. Okay. Et c'est vraiment pas du tout le même phénomène psychologique. OK, très clair. Et au niveau du coup, là, t'as développé cette formation, t'as développé une autre formation pour les modèles, tu disais, enfin avec une modèle du coup, justement. T'as une agence du coup, OnlyFans, et on va arriver sur ton gros projet de 2024, un SaaS qui a pour but de concurrencer du coup Mime et OnlyFans. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail justement? À quoi ça va servir? Quels sont les avantages? Ouais, bah en fait, moi, c'est dans ma continuité de création d'écosystème. Bah, d'un côté, on a la formation qui forme les agences. De l'autre côté, on a la formation qui forme les modèles. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas mettre ces deux parties sur la même plateforme qui nous appartiendrait? Parce qu'en fait, le problème, quand tu as un formateur qui respecte ses promesses et que les gens ont un étonnant taux positif de succès, on est à 20%, ce qui est facilement 10 fois supérieur au marché, hein, parce que formation e-commerce, formation trading, il n'y a pas le même taux de réussite, tu vois. Et du coup, je me dis, c'est quand même con que, en fait, là, je leur promets d'atteindre un tel chiffre, bah, ils payent la formation, ils atteignent tel chiffre, et puis ils ont plus besoin de moi. Ouais. C'est ça le problème quand tu vends ce que tu promets à tes clients et que tu le délivres réellement, c'est que, bah oui, bah, quand je dis c'est la dernière formation que vous aurez achetée, c'est vrai. Ouais. Donc ils achètent la formation, et puis moi derrière, bah, je vais me faire foutre parce que bah, je leur ai pris 1000 balles. Eux, ils font 3-4 000 balles tous les mois, mais ils ont plus besoin de moi. Rien. Okay. Et là, je me dis, putain, c'est quand même con que j'ai 600 mecs qui réussissent, qui font de la thune, et que moi, je vais pas en voir la couleur, et qu'ils m'ont donné 1000 balles, et puis moi, je vais me faire foutre, quoi. Je me suis dit, bah, comment est-ce que je peux prendre de l'argent à ces gens-là, mais en les aidant, c'est-à-dire en leur permettant de gagner encore plus. Donc oui, alors là, je peux prendre 20% de toutes les agences, mais amuse-toi en termes de comptabilité, de machin, des agences qui vont fermer, des trucs. Et puis s'il y a une agence qui fait de la merde, et si t'es bénéficiaire effectif, bah ça, t'es responsable légalement, et machin. Trop compliqué, trop chiant, non.
Et ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une plateforme, parce que nous, ça fait quoi? 1 an et demi qu'on est à fond là-dessus. On a eu de la data. On a eu des retours de « Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça sur OnlyFans. » Bah ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas ça sur OnlyFans. Ah, ça serait bien s'ils ajoutaient cette fonctionnalité. Bah ouais, ça serait bien qu'ils ajoutent. Mais j'ai pas des parts d'OnlyFans, quoi. Les gens ils me disaient ça. Je suis ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Pareil, aujourd'hui, les modèles, elles doivent donner leurs identifiants personnels à l'agence. Leur mot de passe. Ouais. C'est horrible, tu vois. Pareil, à la fin du mois, lorsque tu demandes un retrait OnlyFans fait un virement à un compte bancaire pour le total. Okay. Sauf que quand les gens ils se lancent, ils sont en auto-entreprise, donc imposés sur le chiffre d'affaires. Donc s'ils reçoivent un total, ils doivent donner 50% à l'autre, que ce soit l'agence, la modèle. S'ils commencent et qu'ils sont en auto-entreprise, c'est-à-dire qu'il y en a un qui doit frauder fiscalement pour être rentable. Okay. Est-ce que c'est optimal? Non. Est-ce qu'on pourrait pas tout simplement imaginer une plateforme qui permet de faire plusieurs virements? Est-ce qu'on pourrait pas imaginer une plateforme où l'agence a ses propres espaces de travail et où la modèle n'a pas besoin de partager ses identifiants personnels? Est-ce qu'on pourrait pas imaginer une plateforme où tout ça, voilà, c'est pensé, conçu, développé pour les agences? Parce que les modèles, elles se connectent quasiment plus au mime, en fait. À part pour mettre un peu de contenu, et encore, très souvent, on fonctionne avec Drive, et qu'elles mettent tout leur contenu dans un Drive, et c'est l'agence qui bosse derrière. Donc, la modèle, elle va jamais sur Mime OnlyFans. Mais elle a pas envie de donner ses identifiants, tu vois. C'est son actif, c'est son, voilà, sa mine d'or. Voilà, nous, on va faire en sorte que la modèle, l'agence, puissent mettre leur contrat sur Demoiselle, la plateforme, et nous dire, bah voilà, on est signé à 60-40 du hors-taxe. Comme ça, nous, à la fin du mois, on fait, tac, 60-40. Okay. Et il y a plein de trucs comme ça, en fait. On a pensé à plein de choses comme ça qui sont pas délirantes, mais qui sont des épines dans le pied énormes, quoi. Ok. Et au niveau du marché, tu vises un marché francophone dans un premier temps et après international, ou direct ça va être disponible pour... parce que je sais, tu me stops si je me trompe, mais OnlyFans c'est international et Mime c'est français de base, non? Non, pas du tout. C'est sûr. Ok. Et donc toi tu veux Moi je préfère me battre sur un marché que je connais. C'est-à-dire que en fait, demain tu lances ta propre plateforme. Bon déjà ta trésorerie te remerciera, mais tu vas pas y arriver aussi bien que moi. Parce que ça fait 1 an et demi que je suis dedans et parce qu'en fait on a des avantages concurrentiels de malade. Enfin, sur ce projet, je suis associé avec la plus grosse agence OnlyFans de France. On a 600 agences formées qui n'attendent que ça. J'ai la notoriété que j'ai dans ce domaine-là. Donc en fait, day one, on va avoir des utilisateurs, des agences, des clients finaux du coup, parce qu'en fait, nous, on vise les agences qui vont ramener leur modèle, qui vont ramener leur audience. Et en fait, on les a déjà, les agences. Donc on a juste à faire un bon produit. Et dès la première semaine, on a au moins 5 ou 10 agences dessus. Ok. Et donc, on va évidemment s'attaquer au marché français. Enfin, ça serait une connerie monumentale de maintenant faire les cow-boys et dire « Ouais, let's go, on va attaquer les US. » Occupe-toi de chez toi avant, ce sera déjà bien, tu vois. Je pense que si on prend des parts de marché sur le marché français, voilà, ça va payer le château, quoi. Ok. Et par rapport à ça, justement, par rapport au lancement de ce SaaS qui est prévu pour 2024, du coup, est-ce que tu as levé des fonds pour justement pour justement construire cette... J'ai hésité. J'ai commencé à le faire en mode tour de table. C'est-à-dire que j'ai dit à mes amis, je vais lever pour, je crois que j'avais dit 10 cals pour un projet qui n'existait pas à l'époque. Il y avait juste l'idée, j'avais juste un tableau, j'avais écrit en gros ce qu'on allait faire. Et en fait, en un jour, j'ai eu 120K. Et pas 120K d'un mec sur Insta qui dit ouais, je mets 200 000. Non, d'amis qui ont des business qui tournent bien, qui m'ont dit bah écoute, ouais, carrément, je te suis. Et là, je me suis dit, c'est peut-être moi qui suis en train de me faire avoir là. Ouais. Parce qu'en fait, la valorisation d'un business comme ça, elle va très très vite. Puisque c'est de l'abonnement et puisqu'en fait, c'est du B2B. C'est-à-dire qu'on prend une agence qui ramène ses modèles dont on va prendre 15%. Donc en fait, une modèle, si elle fait 10K par mois, nous, en termes de valorisation, on va prendre donc 1005 par mois, fois 12, fois 4 pour faire une valorisation. Donc, juste avec une modèle, on est à 40 000 euros de valo. Une modèle qui fait 10K, nous, ça nous fait 40 000 euros de valorisation, voire plus. Ok. Donc en fait, ça va très vite et je me dis, mais en fait, ne serait-ce qu'avec 4-5 modèles, ça vaudra largement plus que 10K %. Okay. Donc je vais pas les brader maintenant alors que je peux l'autofinancer, créer de la charge en plus
Donc réduire mon IS, etc. Aucun intérêt. Et donc là, je suis en autofinancement total. Ok. Et est-ce que tu as une certaine pression là, personnelle du coup sur ce projet, vu que tu mets quand même beaucoup d'argent, beaucoup de temps? Oui, bah en fait, ce qui est génial, c'est que vu qu'on a ces avantages compétitifs là, il n'y a pas de monde dans lequel ça marche pas. Il y a un monde dans lequel ça marche beaucoup moins bien que ce que je vois, c'est-à-dire où ça vaut pas 10 millions. Mais un monde dans lequel ça vaut pas 2-3 millions, faut vraiment que je sois mauvais, quoi. Enfin, on a les modèles, on a la notoriété, on a les agences. Ouais. Si le produit est bon, si on n'a pas de problème de processeur de paiement, tout passe. Et les agences et les modèles sont d'accord justement pour basculer leur contenu sur ta plateforme, mais resteront quand même sur les autres. Bien sûr, on n'oblige personne. Après, le but, c'est qu'à terme, on signe des exclusivités, un peu à la manière d'un label dans la musique, quoi. Mais c'est vrai qu'au début, en fait, on va juste se rajouter en mode, bon, voilà, Mime, OnlyFans, Demoiselle. Ça me fait penser un peu à l'exclusivité au niveau des streamers sur Kick. Ouais, c'est un peu ça. Après, il faut aligner du budget. Hein. Ouais. En fait, ça va arriver naturellement parce que dès que les agences vont comprendre à quel point elles gagnent plus, juste parce que tout est mieux organisé, tout est mieux pensé. Pareil, on a créé des petites features qui n'existent ni sur Mime, ni sur OnlyFans, ni sur Fansly, etc. Des trucs de zéro, quoi. Bon, je t'en dis pas plus pour le moment, mais en gros, c'est des choses qui n'existent pas, qu'on ne peut pas vendre, qui n'est pas proposé, même, qui n'est pas faisable sur les autres plateformes. Okay. Et donc, on apporte, en fait, des trucs vraiment nouveaux. Et les agences, en fait, c'est très simple. Hein. Elles vont suivre le profit. Elles vont pas venir pour mes beaux yeux. Hein. Elles vont venir parce que oui, Fortune Media, c'est une plateforme. Ok, d'accord. Elles vont tester. Déjà, c'est sur candidature. Ah ouais? En fait, le problème, c'est que dans cette industrie, tu peux avoir beaucoup trop de problèmes de coûts et de légalité si tu fais comme OnlyFans et que tout le monde peut s'inscrire. Imaginons, t'as une meuf, Laurine, 16 ans, qui s'inscrit et qui trafique sa carte d'identité. Donc nous, on reçoit une carte d'identité, 18 ans, légalement, tu peux. Donc on accepte. Légalement, on est en tort. Légalement, on est en tort. Ouais. Ou alors, faut mettre des technologies de reconnaissance faciale, de machin. C'est horrible. C'est horrible. C'est un coup de malade. Et pareil, imaginons Virginie, 45 ans, qui a pas compris qu'en fait, il faut de l'acquisition. Elle va se lancer sur Demoiselle, du coup. Elle va mettre 400 photos. Et puis après, elle va ça marche pas, j'arrête. Et donc, nous, on va se retrouver avec un compte inactif qui rapporte 0 et où on doit stocker 1 giga de photos vidéo. Ah, mais les coûts serveurs. Tac. Donc en fait, et puis pareil, si on accepte tout le monde, on va avoir le problème que rencontrent les géants de l'industrie. On va avoir des problèmes de processeurs de paiement. Parce qu'il va y avoir des agences qui vont scam, il y en a toujours. C'est-à-dire qui disent, voilà, regarde-moi en train de faire X, alors que sur le média privé, c'est pas du tout X, c'est l'inverse. Les clients sont pas contents. Hop, chargeback, litige. Et du coup, le processeur de paiement gueule. Ok. Et nous, si on sélectionne tous nos collaborateurs, on n'a pas ce problème. Okay. Parce que dès qu'une agence fait de la merde, on la dégage. Justement, j'avais entendu parler, tu parles de problèmes d'agence. Il y a eu des agences, je crois qu'il y a eu des articles du Parisien sur justement les agences. Je sais, j'avais ma gueule à la 12e seconde, donc oui. Et justement, ça a eu un impact ou pas sur déjà ton business, mais plus globalement sur le business OFM? Moi, je suis passé dans le Parisien. J'étais trop content. Papa, maman, je suis dans le Parisien. En plus, ta gueule avec exploitation humaine en dessous, c'est merveilleux. Alors que c'était faux. Toi, t'avais rien à voir avec. Ah non, moi, je suis. Tu regarderas, si t'as l'occasion le reportage. Moi, ils me disent, en fait, ils me font apparaître parce que je parle du business OnlyFans. Mais non, ils parlaient de Kylian. Et effectivement, moi, du coup, j'ai eu les deux versions. Et pareil, en fait, j'ai carrément fait une vidéo réaction, moi, à ce reportage qui est ultra fallacieux de A à Z. Et il y a plein de trucs qui, par exemple, ils l'ont bien tourné, quoi. Ils ont fait du journalisme à 2 balles. Ils ont dit, il a changé mon rib. Alors, c'est le titre. Ouais. Il a changé mon rib. Mais oui, mais en fait, on change le rib de toutes nos modèles à leur demande, parce que sinon, ça veut dire qu'elles doivent recevoir l'intégralité du chiffre d'affaires, sauf qu'elles sont en putain d'auto-entreprise. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on la laisse se faire sauvagement attaquer par les impôts, et qu'après, on reprenne notre argent largement diminué? Non, en fait, tout le temps, c'est l'agence qui est en SAS ou en SARL, qui encaisse la totalité, on ajoute la TVA d'ailleurs, et après qui reverse à la modèle pour pas qu'elle se fasse double imposer. Mais ça, les gens n'ont pas compris. Tu vois. Ouais. Pareil, en fait, si le mec il a changé son RIB, je suis prêt à parier. J'ai pas vu le contrat, donc je reste sur ma réserve, mais je suis prêt à pas mentionné sur le contrat. Oui. Okay. Oui, parce qu'en plus dans ce milieu, ça doit être hyper contractualisé, non? Genre toutes les actions. T'es obligé en fait.
Parce qu'il y a du droit à l'image, parce que c'est du contenu de charme, parce qu'il y a... C'est mieux pour se protéger globalement, quoi. Ah, bien sûr. Et puis pareil, hein, très souvent, tout est contractuel. Donc, à un moment, elle dit oui, on a utilisé cette photo sans mon consentement. Je dis, mais attends, mais si le manager il l'a, c'est toi qui l'as mis dans le drive. Hein. Il a pas accès à ton téléphone. Donc, c'est-à-dire que c'est toi qui lui as dit, dans le fichier drive où on dit à utiliser, c'est toi qui mis la photo. Donc voilà, je pense qu'il y a des torts des deux côtés. Mais ça fait pas mal de bien, en fait, parce que ça a été considéré enfin comme un vrai phénomène, pour le coup. Ouais, ok. Et... t'as pas essayé de rentrer en contact justement de contacter la journaliste ou le journaliste qui a fait... Moi j'ai le message WhatsApp. T'as essayé? Bien sûr, je lui ai dit écoutez, si vous voulez vraiment avoir des réponses à vos questions, je suis là. Et étonnamment, bizarrement, en fait, ils sont pas en quête de vérité. Ils voulaient un bel article en disant que on est des proxénètes. Ils l'ont fait, ils sont contents. Bon. Ok. Moi là, je trouve ça un peu honteux dans le sens où si tu veux, peut-être qu'il y a des agences, des managers qui font ça mal, comme dans tous les business d'ailleurs. Mais là, te mettre en avant, toi tu fais les choses bien, juste parce que t'es l'image. Il tire dans le tas. C'est le journalisme classique, hein. Oui, mais bon. Et après en plus le refus de venir à une interview, ça c'est pas du tout étonnant. Ça, je l'ai vu venir à des kilomètres, quoi. C'est que. Mais t'as répondu ou pas du tout? Ah non, bien sûr que non. Okay. Ah non, je me suis pris à vue. La meuf elle a paniqué. Elle s'est dit oula, non. Ok. Pas lui. Ok. Mais alors j'aurais été ravi de la faire, moi, une interview, même où ils me mettent un petit peu en difficulté, tu vois, mais j'ai pas de souci avec ça. Ok. Et tu parlais de valorisation du coup, de ton SaaS. Tu penses que d'ici 4, 5, 10 ans, tu pourrais le valoriser à combien à peu près? Très facile, 10 millions. Ouais, 10 millions. Mais en fait, ça va très vite. Ça va très très vite en fait, parce que t'as des modèles qui en fait te rapportent un recurring. Donc recurring, encore une fois, tu prends le mensuel, tu fais x12, x4 en gros. Ok. Donc ça va très très vite. Et cette industrie justement, elle se développe de plus en plus. Le charme, mais sous forme de contenu exclusif. Avant, tu vois, personne n'assumait qu'on regardait du porno. C'était un énorme tabou. Hein. Il y a ne serait-ce que 10-15 ans, personne ne le lisait. Aujourd'hui, tu vois sur Twitter, dans la rue, dans les conversations, c'est globalement très admis. Ça va être la même chose avec OnlyFans. Ça va être la même chose. C'est juste, encore une fois, on vient quand même d'un pays aux racines chrétiennes, qui en plus aussi de plus en plus musulmans. Donc forcément, c'est des religions qui sont pas ultra ultra hypées par le projet, quoi. Mais globalement, oui, en fait, ça va se démocratiser à fond. Tu vois, c'est Adèle Laurent qui disait qu'aux States, en gros, t'as une meuf sur 5 à Miami, etc., qui a OnlyFans. Ça va arriver aussi en France, hein, que ça vous plaise ou non. Et moi, je suis sûr que c'est une phrase un petit peu abusée, mais que ça sera quasiment aussi commun dans quelques années que avoir un Insta, quoi. Avoir un OnlyFans, ça sera aussi répandu et normal que d'avoir un Instagram, un Twitter. Ok. Très intéressant. Ce qui est sociétalement, et je sais pas, encore une fois, on me dit, mais c'est une bonne chose. Moi, je suis pas là pour dire si c'est une bonne chose ou pas. Moi, je suis un marketeur. Hein. Je suis pas président de la République, tu vois. Je suis pas grand philosophe moralisateur. Je m'en fous, en fait, de si c'est bien ou pas. Moi, je vois pas de problème avec ça. Encore une fois, il y a une misère sexuelle. Les gens vont trouver une réponse à leurs besoins d'une manière ou d'une autre, autant que ce soit moi, tu vois. C'est encore une fois Delphine qui me disait, mais pareil, les gens que tu formes, c'est des gens qui sont là que pour l'argent. Je dis, oui, alors on doit prier qu'ils passent par ma formation et non pas par celle des mecs à Dubaï, tu vois. Parce que moi, j'apprends à faire les choses bien, dans l'éthique, même s'il y en a qui vont dire, c'est pas moral, va te faire foutre, si, en fait. L'éthique, c'est propre à chacun. Légalement, donc fiscalement bien ficelé, dans les clous, etc. Ok. Et elle t'a rapporté combien à peu près cette formation? Je sais pas si on en a parlé tout à l'heure. Non, je sais pas exactement. Déjà tu prends le nombre d'élèves. Il y en a qui ont rejoint avant que ça soit à ce prix-là, lorsque j'avais sorti la V1. Donc ça doit être un demi-million, je pense. Ok. Je pense que j'ai déjà la réponse à la question, mais tu penses que sur le long terme, c'est plus rentable du coup là l'OFM que justement tes anciennes formations, tes coachings, etc. avant, sans parler du côté. Plus rentable pour moi. Sans parler du côté, ça te fait chier par exemple de faire un coaching à l'heure, etc. En fait, c'est plus rentable en termes de cash flow, c'est à peu près pareil. Mais en fait, oui, c'est plus rentable parce qu'en termes de réputation, de personal branding, c'est beaucoup mieux. Et surtout que ces gens-là n'ont pas que me rapporter 1000 balles. Encore une fois, le but,
quand je dis moi j'ai vraiment intérêt à ce que vous réussissiez, c'est pas comme tous les autres mecs qui font c'est l'impact machin. Non, moi je veux que vous réussissiez pour que vous veniez sur ma plateforme et que vous m'apportiez des commissions. Ok. Et donc, oui, sur le long terme c'est beaucoup plus rentable. Mais en plus même avec l'application, la valorisation, etc. C'est forcément sûr. Et du coup, on a parlé au tout début du podcast, des avis de tes parents, de tes proches, etc. sur tes premiers business. Est-ce que on peut avoir l'avis justement de tes parents sur ce business, l'OFM? Moi, mes parents, ils aiment pas du tout. Ils sont de la vieille école là-dessus. Ils sont assez pudiques aussi. Donc, c'est pas du tout un truc qui les fait kiffer. Mais encore une fois, je pense pas que les parents de Xavier Niel, ils étaient ravis lorsqu'il a fait le téléphone rose, tu vois. Puis après, il est devenu milliardaire et puis bizarrement, ça a changé, tu vois. Ok. Donc, les problèmes qui ne peuvent pas être résolus avec un peu d'argent sont souvent résolus avec beaucoup d'argent. Phrase TikTok, là, je vais faire un beau montage. Non, ouais, c'est vrai. Ok. Bah écoute, si tu veux, je te propose de passer au jeu. Je vais te l'expliquer et l'expliquer aussi à la caméra vu que c'est le premier épisode. Il y a 3 jeux. Donc ton conseil entrepreneurial pour, ton avis sur et un tu préfères. Donc moi je vais te tirer une carte, okay. Je vais te poser la question, tu vas répondre en argumentant, etc. Donc, ça marche. Tu veux commencer par ton conseil entrepreneurial, ça va? Top. Alors, Manoa, ton conseil entrepreneurial pour utiliser le storytelling dans le marketing? C'est tout le temps en faire. Moi je pense que ce soit dans mes pages de vente, mes emails, mes posts LinkedIn, mes contenus Telegram podcast, les fois où les gens m'ont vraiment dit que ça les avait impactés, les fois où j'ai fait des records de vente, etc., c'était parce qu'il y avait du storytelling. En fait, le storytelling, ça doit pas être j'y pense une fois pour faire joli parce que j'ai vu le mot, que c'est stylé, que ça finit en ing, donc faut le faire, quoi. C'est que dans un email, il doit y avoir une histoire. C'est hook, story, offer de Russell Brunson. C'est que ça doit tout le temps être ça, tout est contenu. Moi, je fais plus de contenu, quasiment, où il n'y a pas d'histoire, où il n'y a pas de storytelling, où il n'y a pas d'anecdote. Parce qu'en fait, dans une guerre de l'attention, comme celle qu'on a actuellement, s'il n'y a pas d'histoire, les gens s'en souviennent pas, ou leur captent pas, ou leur restent pas. Du coup, mon conseil par rapport au storytelling, c'est tout le temps faire. Même un tout petit peu, hein. Même juste raconter une anecdote, etc. Mais c'est trop dur, aujourd'hui, de créer du lien sans ça. Genre, ça marche plus, les 7 conseils pour X sans Y. Ça, c'était, merci, 2015, c'est bon. Il y a du temps qui a passé. Aujourd'hui, t'es obligé de raconter des histoires si tu veux rentrer dans la tête des gens et y rester. Ok. Ça me va. T'as tout dit sur le storytelling. Je suis totalement d'accord avec toi. Donc, on va passer à ton avis sur. Ok. Ton avis sur l'impact des influenceurs sur les décisions d'achat. Je pense que quand je l'ai rédigé, c'était un peu sur les stratégies d'influence, etc. Maintenant, est-ce que c'est toujours aussi rentable? Moi, je pense que les moutons ont toujours besoin d'un berger, quoi. Je te refais un TikTok. Là, je vais bien péter. Non, mais en vrai, c'est ça. C'est-à-dire que il y a des suiveurs, il y a des meneurs. C'est comme ça historiquement depuis la nuit des temps. Ça marchera toujours. Là, effectivement, il y a une petite perte de confiance. C'est Sebi Dadi dans une interview avec Antoine qui parlait de ça. C'était super intéressant. J'ai découvert une autre facette de l'influenceur qui en fait est bien plus stratège qu'on ne le pense. Et qui disait que ça a fait le ménage, l'histoire des influx voleurs, etc. Et que là, du coup, puisqu'il y a eu cette épuration du marché, là, aujourd'hui, alors c'est plus influenceur comme avant, c'est plus influenceur télé-réalité, mais influenceur, c'est quelqu'un qui a de la notoriété et qui a un certain pouvoir, entre guillemets, sur son audience, quoi. Dès que t'es créateur de contenu, t'es, entre guillemets, influenceur, et ça marchera toujours, quoi. Il y a toujours des leaders d'opinion. Toi, le fait d'avoir été photographié, etc., avec Ruby, par exemple, lors de ton séminaire, ça a eu un impact sur l'OFM, enfin sur la formation? Oui, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui, pareil, commencent un peu à se lancer dans l'OFM et à dire en fait, ma formation c'est la meilleure, j'étais le premier, oui, sans doute. Et en fait, me voir avec les personnes les plus influentes, entre guillemets, dans cette sphère, forcément, ça change la donne, quoi. Donc bien sûr, oui, ça a fait un petit peu parler, c'était cool, donc j'étais content. Ok. Et d'ailleurs, petite question à part, Ruby, est-ce que c'est vraiment la même personne dans la vraie vie? C'est exactement la même personne. Vraiment? Moi, je pensais que c'était un personnage, en fait. Et pas du tout. Ok, même mentalité et tout. Tout pareil. Ok. Ah, c'est un phénomène, non? C'est un phénomène. Ouais, parce que moi, j'avais vu des extraits, c'était au moment de la polémique, entre guillemets, de l'eau de son bain sur TPMP, je crois. C'est ça. En fait, c'est des personnalités très borderline.
Mais dans les deux sens. Mais comme Tiffania aussi, une autre modèle que je mets tout le temps en Reels parce que c'est une machine à Reels. Ok. Dès qu'elle dit un truc, c'est viral. C'est quand même magnifique. Et en fait, c'est des personnalités border, tu vois. Sinon, elles seraient pas là où elles en sont. Elles feraient pas aussi ce métier, cette activité. Mais du coup, ça en bien comme en mal. C'est-à-dire que elles sont un peu tarées, même pas mal tarées. Mais par contre, enfin, c'est un coup de génie. L'eau du bain, c'est un coup de génie. Oui. Enfin, en termes de marketing, Elle l'avait vendu combien déjà, tu t'en souviens? 1000 balles, je crois, 1500 balles. Je crois que c'était Un SMIC, un truc dans le genre. Ouais. Mais faut avoir l'idée quand même. Ouais. Faut avoir l'idée. Puis pareil, Tiffania qui balance en interview, je viens de Lyon, du ghetto. Magnifique. C'est une machine à rire. C'est des personnalités qui, ouais, un petit peu border, mais aussi dans le bon sens du terme. Je crois que c'est la modèle que j'ai vue qui avait pas fait un truc en mode par rapport à une Bentley, une comparaison avec la Bentley. Ah oui, les tatouages. Ouais, voilà. Tatouage sur le corps. Tu mettrais des autocollants sur une Bentley, toi? Énorme. Et puis elle le dit avec son petit air dédaigneux et tout, c'est génial. Ouais. Bah, ça crée de la viralité, les vues, parce que les gens commentent, n'aiment pas, donc forcément. Non, mais en plus, tout le monde la déteste et puis elle s'en bat les couilles, elle est formidable. Ok. Le dernier jeu, c'est Tu préfères. Ok, je pense que c'est intéressant pour toi, parce que, du coup, t'as beaucoup de business en ligne. Tu préfères perdre l'accès à Internet pendant 1 an, ou perdre l'accès à toutes les réunions et événements professionnels pendant 1 an. Ça veut dire, en gros, c'est soit tu perds Internet, soit tu perds les opportunités. Il n'y a aucun débat, c'est le réseau, on s'en fout. Je pense que ça n'a pas d'importance. Mais ça, c'est de la grosse branlette. Évidemment que le réseau, c'est bien, mais en fait, pareil, les mecs qui disent ça, très souvent, c'est les habitués des soirées networking. Tu les vois tout le temps. Tu te dis, mais ils bossent quand, en fait? Oui, non, alors, entre Internet et les réseaux pro, bizarrement, je choisis très très vite, quoi. C'est-à-dire que tu peux faire de la thune tout à fait sans avoir de réseau. C'est mieux d'en avoir, évidemment, mais tu peux faire énormément de thunes avec ton PC, ton téléphone, une connexion Internet. Juste avec ton réseau, sans Internet, ça va être compliqué, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et surtout, moi, les networking, tout ça, d'entrepreneurs, le premier que j'ai fait, c'était il y a 1 an, je crois, à Paris. Et j'étais trop content. Genre, quand je suis rentré, j'avais rencontré plein de monde, j'avais fait une note sur mon tel et tout. Et depuis, j'en ai fait. Justement, j'en fais de moins en moins parce que je trouve ça, en fait, moins intéressant, en fait. Je trouve que tu rencontres, comme t'as dit, souvent les mêmes personnes, en fait. Et ceux que tu rencontres, t'inspirent moins ou... Ouais, je trouve que les networking, je suis d'accord avec toi, c'est moins top, en fait. Genre sur le point relation. Bah non, mais c'est pas étonnant du tout, hein. S'ils faisaient vraiment de l'argent, ils seraient pas à ces soirées-là. Il y en a certains, oui, évidemment. Il y a quelques-uns. Il y en a même qui ont un intérêt business ou qui trouvent des clients, ça je comprends. Mais c'est beaucoup de t'as un projet, waouh, c'est trop bien, machin, ça va marcher. Enfin, c'est beaucoup de on s'entresuce tous et puis on est géniaux, on a tout compris. Les salariés bouh, nous on est géniaux. Entrepreneur, Dubaï, c'est un peu la garderie, quoi. Ok. J'avais pris une leçon, moi, à un événement comme ça, d'un gars, je lui avais parlé de mes prix sur un truc en matière de consultation, enfin consulting et tout. Et on m'avait dit, tu devrais casser ton prix parce que là, tu travailles avec des plus grosses personnes, donc ça va t'apporter plus de monde sur le long terme, etc. Enfin, on m'avait fait une petite leçon à un moment lors d'un événement. Faut toujours se méfier, hein, les conseils en soirée networking. Très souvent, ceux qui donnent le plus de conseils, c'est le plus mauvais. Parce que les mecs qui sont vraiment bons vont toujours chercher le truc pour s'améliorer, vont plus être curieux, en fait, tu vois. Ok. Bah écoute, parfait. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, c'est un beau parcours. Merci. J'avais une petite question aussi que je voulais poser à la fin à tous mes invités. Si t'as aimé le moment et si tu devais recommander ce podcast à 3 entrepreneurs que je pourrais potentiellement inviter sur ce podcast, tu penserais à qui avec le petit jeu, tout ça? Tu veux quoi comme type de personnalité? Toutes celles qui ont un parcours enrichissant, je dirais. Tu vois, comme le tien, t'as commencé tôt, t'es passé par plein de petits business, puis après là tu deviens la personnalité dans ton business. Tu vois, je trouve ça intéressant. Puis après, il y a eu le SaaS aussi, ça j'étais pas au courant avant il y a 1 mois à peu près, et je me suis dit mais c'est un truc de fou, tu vois. Genre là ça fait un podcast genre dingue en termes de valeur, je trouve. Bah j'espère. Moi je trouve. J'ai essayé d'amuser la galerie un petit peu avec 2-3 punchlines, mais j'espère que j'ai réussi quand même à donner quelques tips. Je suis pas objectif, je vais te donner le nom de mes potes, quoi. Il y a Ethan Bensoussan, un mec très très chaud qui fait du consulting marketing, qui est un petit peu l'homme de l'ombre, derrière pas mal de créatrices de contenu, d'infopreneuses, etc.,
qui ont eu des résultats fulgurants ces derniers temps. Et en fait, c'est ce mec qui est à l'origine des stratégies derrière, etc. Théo Rossi, peut-être que tu connais. Ouais, lui je connais. Donc le copywriter, qui est très bon ami, très bon dans son domaine aussi. Et un troisième que je pourrais te conseiller, oui, Ethan, juste pour le truc aussi intéressant, c'est qu'il a monté une start-up dans le domaine de la santé avec un logiciel, etc. pour les psys. Enfin, le mec a vraiment plusieurs casquettes et est super intéressant. Et le côté SaaS, je trouve, c'est du vrai entrepreneuriat, tu vois. C'est-à-dire que on a des ressources, on fait de l'acquisition, c'est pas on vend du coaching à 200 balles, machin. Enfin, c'est bon, je pense que on a compris que c'était passé. Il y a eu 10 ans là où on en a mangé de l'infopreneuriat, du machin. Là, il y a des gens qui commencent à monter des vrais business et ça commence à être intéressant. Et le troisième que je pourrais te conseiller, c'est Thomas Benson, qui fait du dropshipping, mais en mode création de marque sur Pinterest. Un mec très très chaud, qui a vraiment son véhicule, tu vois, sa façon de faire bien à lui, très très chaud, et qui je pense sera ravi de venir ici. Ok, bah merci beaucoup. Merci à toi. Merci Manoa du coup d'être venu sur ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé ça ultra intéressant, plein de valeurs. Je te souhaite plein de réussite dans tous tes projets, surtout avec le SaaS. J'espère que ça va fonctionner et j'espère que tu atteindras tes objectifs. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau podcast sur Showtime ou pour une nouvelle vidéo YouTube. À bientôt.